Par ailleurs, l'opération qui vise à caractériser les configurations culturelles à partir de matériaux supposés leur être spécifiques. Ainsi, exemple classique, dans l'identification faite entre littérature de colportage et culture populaire, paraît aujourd'hui doublement réductrice. D'une part, elle assimile la reconnaissance des différences aux seules inégalités de distribution. D'autre part, elle ignore le processus par lequel un texte, une formule, une norme font sens pour ceux qui s'en emparent ou les reçoivent. Soit l'exemple de la circulation des textes imprimés dans les sociétés d'Ancien Régime. La comprendre exige un double déplacement par rapport aux approches initiales. Le premier situe la reconnaissance des écarts les plus socialement enracinés dans les usages contrastés de matériaux partagés. Plus qu'on ne l'a longtemps écrit, ce sont les mêmes textes que s'approprient les lecteurs populaires et ceux qui ne le sont pas. Soit que des lecteurs d'humble condition soient mis en possession de livres qui ne leur étaient pas spécifiquement destinés. C'est le cas de Menocchio, le meunier de Frioul, lecteur des Voyages de Mandeville, du Decameron et du Fioretto della Bibbia, ou de Ménétra, le vitrier parisien, admirateur fervent de Rousseau. Soit que des libraires imprimeurs inventifs et avisés mettent à la portée d'une très large clientèle des textes qui ne circulaient que dans le monde étroit des lettrés, c'est le cas avec la formule éditoriale, connue sous le terme générique de bibliothèque bleue, proposée aux plus humbles des lecteurs dès la fin du XVIe siècle par les imprimeurs de Troyes. L'essentiel est donc de comprendre comment les mêmes textes, en des formes imprimées possiblement différentes, peuvent être diversement appréhendés, maniés, compris. D'où la nécessité d'un second déplacement portant attention sur les réseaux de pratique qui organisent les modes, historiquement et socialement différenciés, du rapport au texte. La lecture n'est pas seulement une opération abstraite d'intellection, elle est mise en jeu du corps, inscription dans un espace, rapport à soi ou à l'autre. C'est pourquoi doivent être reconstruites les manières de lire propres à chaque communauté de lecteurs, à chacune de ces interpretative communities, dont parle Stanley Fish. Une histoire de la lecture ne peut se limiter à la seule généalogie de nos façons de lire, en silence et par les yeux. Elle a pour tâche de retrouver les gestes oubliés, les habitudes disparues. L'enjeu est d'importance puisqu'il ne relève pas seulement la distante étrangeté de pratiques anciennement communes, mais aussi les agencements spécifiques de textes composés pour les usages qui ne sont pas ceux que de leurs lecteurs d'aujourd'hui. Ainsi, au XVIe et au XVIIe siècle, souvent encore, la lecture implicite du texte, littéraire ou non, est construite comme une oralisation, et son lecteur comme un lecteur à haute voix qui s'adresse à un public d'auditeurs, destiné à l'oreille autant qu'à l'œil. L'œuvre joue avec des formes et des procédés aptes à soumettre l'écrit aux exigences propres de la performance orale. Les motifs maniés par Don Quichotte aux structures des livres qui constituent la bibliothèque bleue, nombreux sont les exemples du lien tardivement maintenu entre le texte et la voix. Quoi que ce soit qu'ils fassent, les auteurs n'écrivent pas les livres. Les livres ne sont pas écrits du tout, ils sont produits par des scribes et d'autres artisans, par des ouvriers et d'autres techniciens, par les presses à imprimer et d'autres machines. La remarque peut introduire à une autre révision, contre la représentation élaborée par la littérature elle-même, selon laquelle le texte existe en lui-même, séparé de toute matérialité. On doit rappeler qu'il n'est pas de texte hors le support qui le donne à lire ou à entendre, et qu'il n'est pas de compréhension d'un écrit, quel qu'il soit, qui ne dépende des formes dans lesquelles il atteint son lecteur. De là la distinction indispensable entre deux ensembles de dispositifs, ceux qui relèvent des stratégies d'écriture et des intentions de l'auteur, ceux qui résultent d'une décision d'éditeur, d'une contrainte d'atelier. Les auteurs n'écrivent pas des livres, non, ils écrivent des textes que d'autres transforment en objets imprimés. L'écart qui est justement l'espace dans lequel se construit le sens ou l'essence a été trop souvent oublié non seulement par l'histoire littéraire classique, qui pense l'œuvre en elle-même comme un texte abstrait dont les formes typographiques n'importent pas, mais aussi par la réception esthétique qui postule, malgré son désir d'historiciser,
L'expérience que les lecteurs ont des œuvres, une relation pure et immédiate entre les signaux émis par le texte, qui joue avec les conventions littéraires acceptées et l'horizon d'attente du public auquel ils sont adressés. Dans une telle perspective, l'effet produit ne dépend aucunement des formes matérielles qui portent le texte. Pourtant, elle aussi contribue pleinement à façonner les anticipations du lecteur vis-à-vis du texte et à appeler des publics nouveaux ou des usages inédits. Représentation collective et identité sociale. À partir de cet exemple où se noue le texte, le livre et la lecture, plusieurs propositions peuvent être formulées qui articulent de manière neuve les découpages sociaux et les pratiques culturelles. La première espère lever les faux débats engagés autour de la division, donnée comme universelle, entre l'objectivité des structures, qui serait le territoire de l'histoire la plus sûre, celle qui, en maniant les documents massifs, sériels, quantifiables, reconstruit les sociétés telles qu'elles étaient véritablement, et la subjectivité des représentations à laquelle s'attacherait une autre histoire vouée au discours et située à distance du réel. Un tel clivage a profondément traversé l'histoire, mais aussi d'autres sciences sociales comme la sociologie ou l'ethnologie, opposant approches structuralistes et démarches phénoménologiques, les premières travaillant à grande échelle sur les positions et les relations des différents groupes, souvent identifiés à des classes, les secondes privilégiant l'étude des valeurs et des comportements de communautés plus restreintes, souvent tenues pour homogènes. Tenter de la surmonter exige d'abord de tenir les schèmes générateurs des systèmes de classification et de perception comme de véritables institutions sociales incorporant sous la forme de représentation collective les divisions de l'organisation sociale. Les premières catégories logiques ont été des catégories sociales, les premières classes de choses ont été des classes d'hommes dans lesquelles ces choses ont été intégrées, mais aussi de tenir corollairement ces représentations collectives comme les matrices de pratiques constructrices du monde social lui-même. Même les représentations collectives les plus élevées, non d'existence, ne sont vraiment telles que dans la mesure où elles commandent des actes. Ce retour à Marcel Mauss et Émile Durkheim et à la notion de représentation collective autorise à articuler mieux sans doute que le concept de mentalité trois modalités du rapport au monde social. D'abord, le travail de classement et de découpage qui produit les configurations intellectuelles multiples par lesquelles la réalité est contradictoirement construite par les différents groupes qui composent une société. Ensuite, les pratiques qui visent à faire reconnaître une identité sociale, à exhiber une manière propre d'être au monde, à signifier symboliquement un statut et un rang. Enfin, les formes institutionnalisées et objectivées grâce auxquelles des représentants, instances collectives ou individus singuliers, marquent de façon visible et perpétuée l'existence du groupe, de la communauté ou de la classe. Une double voie est ainsi ouverte, l'une qui pense la construction des identités sociales comme résultant toujours d'un rapport de force entre les représentations imposées par ceux qui ont pouvoir de classer et de nommer et la définition soumise ou résistante que chaque communauté produit d'elle-même. L'autre qui considère le découpage social objectivé comme la traduction du crédit accordé à la représentation que chaque groupe donne de lui-même, partant à sa capacité à faire reconnaître son existence à partir d'une exhibition d'unité. En travaillant sur les luttes de représentation dont l'enjeu est l'ordonnancement de la structure sociale elle-même, l'histoire culturelle s'écarte sans doute d'une trop stricte dépendance par rapport à une histoire sociale vouée à l'étude des seules luttes économiques. Mais elle fait aussi retour utile sur le social, puisqu'elle place l'attention sur les stratégies symboliques qui déterminent position et relations et qui construisent pour chaque classe, groupe ou milieu un être perçu, constitutif de son identité. Pour l'historien des sociétés d'Ancien Régime, construire la notion de représentation comme l'instrument essentiel de l'analyse culturelle est investir d'une pertinence opératoire l'un des concepts centraux maniés dans ces sociétés mêmes. L'opération de connaissance est ainsi attachée à l'outillage notionnel que les contemporains utilisaient pour rendre leur propre société moins opaque à leur entendement. Dans les définitions anciennes, par exemple celle du Dictionnaire universel de Furetière, en son édition de 1727, les entrées du mot représentation attestent deux familles de sens apparemment contradictoires. D'un côté, la représentation donne à voir une absence, ce qui suppose une distinction nette
entre ce qui représente et ce qui est représenté. De l'autre, la représentation est l'exhibition d'une présence, la présentation publique d'une chose ou d'une personne. Dans la première acception, la représentation est l'instrument d'une connaissance médiate qui fait voir un objet absent en lui substituant une image capable de le remettre en mémoire et de le peindre tel qu'il est. La relation de représentation ainsi entendue comme mise en rapport d'une image présente et d'un objet absent, l'une valant pour l'autre, charpente toute la théorie du signe de la pensée classique, élaborée en sa plus grande complexité par les logiciens de Port-Royal. D'une part, ce sont ces modalités variables qui permettent de discriminer différentes catégories de signes, certains ou probables, naturels ou institués, adhérents à ou séparés de ce qui est représenté, et de caractériser le symbole par sa différence avec d'autres signes. D'autre part, en identifiant les deux conditions nécessaires pour qu'une telle relation soit intelligible, à savoir la connaissance du signe comme signe, dans son écart à la chose signifiée, et l'existence de conventions réglant le rapport du signe à la chose. La logique de Port-Royal pose les termes d'une question fondamentale, celle des possibles incompréhensions de la représentation, soit par manque de préparation du lecteur, ce qui renvoie aux formes et au mode de l'inculcation des conventions, soit du fait de l'extravagance d'un rapport arbitraire entre le signe et le signifié, ce qui soulève la question des conditions mêmes de production des équivalences admises et partagées. D'une perversion de la relation de représentation, les formes de théâtralisation de la vie sociale dans la société d'Ancien Régime donnent l'exemple le plus manifeste. Toutes visent en effet à faire que la chose n'ait d'existence que dans l'image qu'il exhibe, que la représentation masque au lieu de désigner adéquatement ce qui est son référent. La relation de représentation est ainsi brouillée par la faiblesse de l'imagination qui fait prendre le leurre pour le vrai, qui tient les signes visibles pour de sûrs indices d'une réalité qui n'est pas. Ainsi détournée, la représentation se mue en machine à fabriquer du respect et de la soumission à un instrument qui produit une contrainte intériorisée nécessaire là où fait défaut le possible recours à la force brute. Toute réflexion engagée dans les sociétés d'Ancien Régime ne peut que s'inscrire dans la perspective ainsi tracée, doublement pertinente, en ce qu'elle considère la position objective de chaque individu comme dépendante du crédit qu'accorde à la représentation qu'il donne de lui-même, ce dont il attend reconnaissance. En ce qu'elle comprend les formes de domination symbolique comme le corollaire de l'absence ou de l'effacement de la violence immédiate. C'est donc dans le processus de longue durée d'éradication de la violence, devenu monopole de l'État absolutiste, qu'il faut inscrire l'importance croissante prise par les luttes des représentations dont l'enjeu est la hiérarchisation de la structure sociale elle-même. Le sens des formes. Le constat peut mener à une seconde proposition qui vise à repérer les écarts les plus socialement enracinés dans les différences les plus formelles, et ce pour deux raisons possiblement contradictoires. D'une part, les dispositifs formels, textuels ou matériels, inscrivent dans leur structure même les attentes et les compétences du public qu'ils visent. Partant, ils s'organisent à partir d'une représentation de la différenciation sociale. D'autre part, les œuvres et les objets produisent leur aire sociale de réception bien plus qu'ils ne sont produits par des divisions cristallisées et préalables. Récemment, Lawrence Levin en a fait la démonstration en montrant que la manière dont étaient représentées les pièces de Shakespeare dans l'Amérique du XIXe siècle, c'est-à-dire mêlées avec de multiples autres formes de spectacle, empruntant à la farce, au mélodrame, au ballet, au cirque, avait créé un public très large, bruyant et remuant, qui allait bien au-delà de la seule élite bourgeoise et lettrée. Ces dispositifs de représentation du drame shakespearien sont du même ordre que les transformations typographiques opérées par les éditeurs de la Bibliothèque bleue sur les œuvres qu'ils mettent à leur catalogue. Les uns et les autres visent en effet à inscrire le texte dans une matrice culturelle qui n'est pas celle de ses destinataires premiers et en permettre ainsi une pluralité d'appropriation. Les deux exemples conduisent à considérer les différenciations culturelles non pas comme la traduction de divisions statiques et figées, mais comme l'effet de processus dynamiques. D'un côté, la transformation des formes à travers lesquelles un texte est proposé autorise des réceptions inédites, partant créer de nouvelles publics, de
nouveaux publics et de nouveaux usages. D'un autre, le partage des mêmes biens culturels par les différents groupes qui composent une société suscite la recherche de distinctions neuves, aptes à marquer les écarts maintenus. La trajectoire du livre dans l'Ancien Régime français peut en fournir témoignage. Tout se passe comme si les différenciations entre les manières de lire s'étaient multipliées et affinées au fur et à mesure que l'écrit imprimé était devenu moins rare, moins confisqué, plus ordinaire. Alors que la seule possession du livre avait longtemps signifié d'elle-même une supériorité culturelle, ce sont les usages du livre, légitimes ou sauvages, et la qualité des objets typographiques, soignés ou vulgaires, qui se trouvent progressivement investis d'une telle fonction. C'est sans doute cette attention portée aux formalités des pratiques, selon l'expression de Michel de Certeau, qu'elle soit du côté de la production ou de celui de la réception, qui a le plus endommagé une manière classique d'écrire l'histoire des mentalités. D'abord en l'obligeant à considérer les discours dans leur dispositif même, leurs articulations rhétoriques ou narratives, leurs stratégies persuasives ou démonstratives, les agencements discursifs et les catégories qui les fondent, ainsi les systèmes de classement, les critères de découpage, les modes de représentation ne sont point réductibles aux idées qu'ils énoncent ou aux thèmes qu'ils portent. Ils ont leur logique propre et une logique qui peut fort bien être contradictoire en ses effets avec la lettre du message. Seconde exigence, traiter les discours dans leur discontinuité et leur discordance. Longtemps le chemin a paru aisé, faisait conclure de l'analyse thématique d'un ensemble de textes à la caractérisation d'une mentalité ou d'une vision du monde ou d'une idéologie, puis faisait passer de celle-ci à une assignation sociale univoque. La tâche paraît moins simple dès lors que chaque série de discours doit être comprise en sa spécificité, c'est-à-dire inscrite dans ses lieux et milieux de production et ses conditions de possibilité rapportées au principe de régularité qui l'ordonne et la contrôle, et interrogée dans ses modes d'accréditation et de véridiction. Réintroduire ainsi au cœur de la critique historique le questionnaire dressé par Foucault pour le traitement des séries de discours est certainement mutiler l'ambition totalisatrice de l'histoire culturelle, soucieuse de reconstruction globale, mais c'est aussi la condition pour que les textes, quels qu'ils soient, que l'historien constitue en archive, soient soustraits aux réductions idéologiques et documentaires qui les détruisaient en tant que pratique discontinue.